Bonsoir. Pardon du retard, il y a toujours quelques retardataires qui vont probablement nous rejoindre au cours de la conférence de Didier Semin ce soir. Simplement pour vous dire que c'est la deuxième intervention d'une série de 5, si je ne me trompe pas. Dont la première a été celle de Richard, le commissaire de l'exposition, qui a fait deux en réalité visites commentées de cette exposition, une à son ouverture et une plus récemment. Donc ce soir Didier Semin, dont je parlais tout à l'heure un peu dans l'introduction de l'invitation qui lui était faite à penser une conférence autour du travail de Tom Wesselmann, mais pas seulement évidemment son contexte et ses contemporains. La semaine prochaine, ce sera Claire Mangon qui viendra parler du nu dans l'art, de l'Antiquité à aujourd'hui, avec un focus sur les années 60-70 et la réception du nu dans l'art évidemment dans la société. Savoir comment effectivement, par exemple, le travail de Tom Wesselmann mais d'autres a été perçu par le monde de l'art, par la société, dans le cadre de cette conférence. Puis ce sera le tour de Brigitte Cornan, qui viendra présenter son documentaire qui est projeté un dimanche sur deux, je n'ai pas les en tête précisément, mais je vous invite à consulter notre site internet www.nmn.mc pour savoir quand ce documentaire est projeté. Il s'agit de pop art, etc. Et elle sera présente donc, pour parler de ce film qu'elle a réalisé en 2001, qui est un documentaire sur le pop art, comme le nom l'indique. Et ce soir, donc, nous recevons Didier Semin, qui est historien de l'art. Vous enseignez l'histoire de l'art à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris depuis 1998. Vous avez été commissaire d'exposition. Vous êtes encore commissaire d'exposition, je vous le souhaite. Je ne sais pas s'il faut le souhaiter. Ah, je vous laisse vous le souhaiter à vous-même si vous le souhaitez vous. Vous êtes passé par de belles maisons telles que le musée d'art moderne de la ville de Paris et le Centre Pompidou, pour lequel vous avez commissarié une exposition autour de Carl Schwitters. D'autres expositions graphiques, je ne les dénombre pas tellement elles sont nombreuses. Vous avez été auteur de nombreux ouvrages. Et ce soir, nous avons proposé, suite à votre collaboration récente avec le MAMAC plus précisément, puisque je cite Hélène Guenin qui nous a suggéré, fut un temps, votre intervention concernant votre connaissance des nouveaux réalistes. Et l'intérêt ce soir était de remettre en perspective les artistes pop américains avec leurs équivalents outre-Atlantique, britanniques dans un premier temps, et français. Bonsoir, bienvenue. Voilà, ça m'aura permis de faire cette longue et laborieuse introduction. On va enfin laisser la parole à Didier. Bonne conférence. Merci Benjamin. Non, pas laborieuse, flatteuse, mais pas laborieuse. Merci à tous de votre présence ce soir. Je voudrais, avant d'aborder la question du pop art, qui est le courant auquel on rattache Tom Wesselmann, auquel le musée consacre cette belle exposition, faire un petit préambule de principe sur les précautions qu'il convient de prendre dès lors qu'en histoire de l'art on aborde la question des mouvements ou des courants, les ismes, les fameux ismes de l'art. C'est une expression de Jean Arp et d'El Lissitzky. Fauvisme, impressionnisme, cubisme, expressionnisme, futurisme, surréalisme, toutes ces notions ont la particularité d'être fragiles. Ce sont parfois les artistes qui les inventent, mais plus souvent les critiques. Pierre Restany pour le nouveau réalisme dont on évoquera les tenants tout à l'heure. Et si on cherche une cohérence absolue derrière les noms de baptême des courants, on se rend compte très vite qu'on aboutit à des impasses. Il arrive même que les mouvements naissent de malentendus. Et le pop art fait partie de ces noms qui ont été donnés sur un malentendu. Très vite, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça par cœur, mais les exemples canoniques de noms qui paraissent aujourd'hui enracinés dans l'histoire, le fauvisme et le cubisme, ces noms ont été donnés tous les deux par un critique français dont on a à peu près, en dehors des cercles de l'histoire de l'art, oublié le nom. Il s'appelait Louis Vaucel, travaillait pour une revue fameuse
qui s'appelait le Gil Blas au début du XXe siècle. Cet homme rendait compte des salons, comme Diderot, comme Baudelaire, et c'est lui qui, au salon d'automne en 1905, en voyant dans une salle des tableaux de Manguin, de Marquet, du Derain des débuts, aperçoit cette petite sculpture d'un artiste qui s'appelle Albert Marc et écrit dans son journal Donatello chez les fauves. Donatello chez les fauves. Il ne pensait pas du tout faire un mot d'esprit, hein. C'était pas longtemps, je me suis couché de bonne heure, où je vais les voyages et l'explorateur. C'était une phrase comme ça dans un article, et c'est devenu, ça a été repris par tout le monde sans que du tout Vaucel le veuille. C'est devenu le fauvisme. Et quand on interrogeait Matisse sur le sens du mot, il était très sceptique. Il s'est produit exactement la même chose pour le cubisme. C'est toujours Louis Vaucel qui dit voilà, Monsieur Braque méprise la forme, réduit tout à des schémas géométriques, à des cubes. C'est devenu le cubisme, c'est-à-dire une affaire sérieuse. Alors, ça ne serait pas tellement un problème si on n'imaginait pas qu'il y a véritablement une cohérence derrière ces noms. Et pour le fauvisme, par exemple, l'idée qu'il y avait une cohérence à l'intérieur du mouvement a fait que pendant des années, les historiens d'art ont opposé le fauvisme, c'est-à-dire une couleur à la française, la couleur du bonheur, la couleur de la Méditerranée, la couleur du soleil, au mouvement allemand, à l'expressionnisme, au groupe Die Brücke, qui utilisaient des couleurs franches, des couleurs vives, mais comme ils étaient allemands, ces couleurs exprimaient la violence du tempérament barbare nordique. Si on fait voisiner, comme j'essaie de le faire là, des tableaux de Schmidt-Rottluff, de Kirchner, de Matisse et de Derain, on voit bien que c'est la même époque, que c'est le même rapport à la couleur. Et pour se rendre compte de ça, il faut ne pas prendre tellement au sérieux les noms de baptême et surtout se débarrasser des préjugés nationalistes. Il y a, ou chauvinistes, si vous voulez, il n'y a pas il y a des ismes différents, le fauvisme et l'expressionnisme, mais ce ne sont pas des mouvements opposés. Simplement, au début du siècle, de l'un et l'autre côté du Rhin, en France et en Allemagne, ça arrangeait tout le monde de penser que les couleurs de Matisse ou de Derain étaient des couleurs du Sud, des couleurs lascives, des couleurs pas très sérieuses, c'est-à-dire françaises, et que les couleurs allemandes étaient des couleurs du Nord, mordantes. Prendre au sérieux le nom de baptême des mouvements, c'est risquer de s'engouffrer dans des clichés. Donc, ce préambule, hein, pardon pour tous ceux d'entre vous à qui je n'apprends strictement rien, j'imagine, parce que, parlant du pop art, nous allons être confrontés exactement au même problème. Une des expositions qui, classiquement, font date dans l'histoire de ce qu'on a convenu maintenant d'appeler le pop art, a eu lieu à New York, dans une galerie très prestigieuse à l'époque, celle de Sidney Janis. Sidney Janis a exposé Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, c'est un marchand qui compte sur la scène new-yorkaise. Et cette exposition qui se tient d'octobre à décembre 62 est une exposition très ambitieuse. Il y a 29 artistes qui avaient presque tous 2 œuvres, c'est-à-dire que ça, c'est une soixantaine d'œuvres, c'est énorme, et ces artistes viennent de partout, des États-Unis, de France, d'Italie, d'Angleterre, de Suède. Janis avait voulu faire un événement qui dépasse le caractère marchand
de sa galerie. Il avait même loué un magasin pas très loin de la galerie pour pouvoir faire une sorte d'extension de l'exposition. Et le titre de l'exposition, vous le voyez, c'est International Exhibition of the New Realists. Donc l'expression inventée par Yves Klein et Pierre Restany en France, nouveau réalisme. Je vous fais défiler quelques images de cette exposition avec autant que possible une image en couleur des œuvres présentes. Vous avez ici George Segal, un tableau d'Andy Warhol. Ce sont des pas de danse qui étaient présentés à l'origine à plat. Depuis, l'habitude s'est perdue. Robert Indiana et Claes Oldenburg. Voilà. Indiana en couleur. Une présence très forte de George Segal. Très impressionnante. D'Oldenburg. De Rosenquist. De Warhol, Oldenburg, mais un peu perdu entre les deux, un tableau d'Armand, donc d'un nouveau réaliste français. Et ce que vous apercevez ici, ce sont bien entendu les fameuses 200 boîtes de soupe d'Andy Warhol. Donc il y a des Européens, des Anglais, alors aujourd'hui je ne sais plus trop s'ils sont européens ou pas, mais ils le sont encore pour quelques jours, heureusement, et des Américains qui sont loin à l'époque d'avoir la réputation qu'ils vont acquérir dans les années qui suivront, c'est-à-dire Andy Warhol, Oldenburg, Lichtenstein, Rosenquist et Wesselmann, entre autres, avec ce tableau 7 Nature morte en particulier. Alors notez tout de suite sur le Wesselmann la présence de cette boîte Brillo. On est en 62, l'œuvre de Warhol qui reprendra la boîte Brillo date de 64. Alors on pourrait penser que Wesselmann a été pillé par Andy Warhol. En réalité, ça n'est pas Wesselmann qui a été le dindon de la farce dans l'affaire des boîtes Brillo, mais je vais y venir dans quelques minutes. Pourquoi est-ce que Sidney Janis avait eu l'idée de réunir sous un nom originaire de Paris, nouveau réaliste, tous les artistes américains qui s'émancipaient de l'abstraction, tous les artistes, à vrai dire, européens et américains, qui s'émancipaient de l'abstraction à la fin des années 50 et au début des années 60. Donc en France, c'était les artistes qui s'émancipaient de l'école de Paris. Aux États-Unis, c'était les artistes qui renouaient avec la figuration en s'opposant de manière franche et presque agressive à ce qu'on a convenu d'appeler l'expressionnisme abstrait, c'est-à-dire Pollock, Barnett Newman, Clifford Steele. L'anecdote que sans doute vous connaissez, c'est que Sidney Janis avait dans sa galerie de grands expressionnistes abstraits comme Motherwell ou Rothko. Et l'un et l'autre, après l'exposition New Realist, ont quitté la galerie, ont laissé tomber Sidney Janis. Donc, on pourrait penser que Janis voulait réunir, au fond, faire œuvre de consensus et réunir tous les artistes qui travaillaient dans le même sens dans ce qu'on a convenu d'appeler le monde occidental, et qu'il avait choisi pour ça un titre qui venait de France et pas des États-Unis. Et en réalité, cette impression est à peu près à l'opposé de ce qui s'est véritablement passé. L'exposition New Realist, International Exhibition of New Realist,
c'est un épisode de la guerre franco-américaine pour l'hégémonie dans le monde de l'art. En 1962, la date de l'exposition, Paris a déjà perdu la guerre pour l'hégémonie dans le monde de l'art, mais Paris, qui est une capitale très prétentieuse, ne le sait pas encore. Le titre vient de Pierre Restany, et Pierre Restany a été invité par Sidney Janis à rédiger la préface de l'exposition, mais lorsqu'il découvre le catalogue, Restany s'aperçoit qu'on a coupé les 3/4 de sa préface. Ça le met relativement de mauvaise humeur, mais pire, les œuvres des Français et de la plupart des Européens sont globalement assassinées dans la presse new-yorkaise. Quelques exemples parmi des dizaines qu'on pourrait citer. Thomas S. dans Art News. Les participations françaises semblent les plus médiocres du lot. Sidney Tillim dans Arts Magazine. Les Américains, eux, ils ont le vrai truc. Pow! Et on pourrait en citer des dizaines comme ça. Et les artistes européens eux-mêmes ont fait ce constat. Armand raconte dans ses mémoires bien plus tard, bien après les années 60, il raconte l'exposition et voilà ce qu'il dit. À la galerie Sidney Janis, il y avait des Warhol de 3 mètres, des Liechtenstein de 2 mètres, des Wesselmann de 4 mètres. Les Européens, eux, avaient l'air maigres et poussiéreux. Alors, est-ce que Sidney Janis est un affreux francophobe? Mais en réalité, non. C'est Restany qui a commencé les hostilités. L'année précédente, en 61, avec une exposition à Paris extrêmement présomptueuse, galerie Rive Droite, galerie importante encore, qui s'intitulait « Nouveau réalisme à Paris et à New York ». Il montrait Armand, César pour la France, Chamberlain, Crissa, qui est une fois grecque et américaine, Raymond Hinds, Jasper Johns, Yves Klein, Rauschenberg, Lee Bontekoe, qui est canadienne, Niki de Saint-Phal, Tinguely. Et dans sa préface, voilà ce qu'il écrit. Donc il met, simplifions, Rauschenberg et Jasper Johns en face de Niki de Saint-Phal et de Raymond Hinds. Plus rigoureux dans leur logique, plus simples et plus précis dans leur présentation, plus directement appropriatifs dans leur démarche, les Européens, pour la plupart, demeurent, à tous les sens du terme, des nouveaux réalistes. En revanche, romantiques de cœur, cubistes d'esprit et baroques de ton, plus disponibles aussi à une tentation surréalisante. Ceux qu'on appelle les néo-dada américains tentent de reconstituer un fétichisme moderne de l'objet. Donc, c'est Restany qui, en 61, avait tenté de piquer Johns et Rauschenberg en les faisant passer pour des sous-produits de Tinguely et d'Armand. Et évidemment, quand on s'attaque à plus gros que soi, le retour de bâton est difficile, et l'Amérique, par la voix de Sidney Janis, a mis Warhol et Wesselmann en face d'Armand et de Raymond Hinds. Et Restany a perdu la guerre pour l'hégémonie. C'était New York, la capitale de l'art en 62, plus Paris. Il fallait beaucoup d'aveuglement pour ne pas s'en rendre compte. Là où Pierre Restany n'a pas joué très finement, pour parler comme mes enfants, c'est qu'il a très mal pris l'affaire. Il a publié 2 mois après la fermeture de l'exposition chez Sidney Janis dans Art International, donc une réponse, un long article. Il y écrit que les Européens étaient plus radicaux, donnaient, je cite, une impression de fraîcheur et de jeunesse, qu'ils exaltaient, je cite toujours littéralement, les possibilités expressives de l'objet sans transposition, ni correctif esthétisant, alors que les Américains jouaient, je cite encore,
d'un trompe-l'œil populiste. Et il termine son article par une phrase Restani était pour le reste un homme extrêmement charmant, hein, mais il termine par une phrase qu'il a dû regretter, donc on est en 62, et il termine par cette phrase définitive: « Je me demande si on parlera encore dans 2 ou 3 ans des Liechtenstein et des Warhol. » Il a dû essayer de planquer ça dans son CV par la suite. Donc, encore une fois, je pense qu'il n'a pas été très fier de ça, parce que c'était pour le reste un homme que j'ai croisé quelques fois et qui était extrêmement affable et plutôt raisonnable, en tout cas dans les années où je l'ai connu. Mais à cette époque-là, il s'agissait de conquérir une place au soleil, et cette conquête de la place au soleil, ça fait toujours faire des bêtises. Mais ce qui est très clair, c'est que si les 2 expositions des nouveaux réalistes, celle de Paris d'abord, celle de New York, ont définitivement réduit le terme nouveau réalisme, nouveau réaliste, à désigner un groupe d'artistes français, italo, suisse, helvéto, français, ça n'est pas réellement au terme d'une dispute esthétique. C'est au terme d'un conflit entre 2 nationalismes, entre 2 chauvinismes, un conflit politique pour l'hégémonie. Les arguments de part et d'autre, si on veut bien lire les articles, volaient assez bas. Et si on reposait le problème autrement, en se demandant aujourd'hui s'il y a vraiment une différence de préoccupation radicale, par exemple, à la même époque, entre Martial Reyes, donc un nouveau réaliste français, et Andy Warhol, si on oublie les noms d'oiseaux, donc dans la presse américaine, antiquaire, brocanteur, du côté de Restani, fabricant de trompe-l'œil populiste, si on oublie ces noms d'oiseaux et la querelle politique, on est contraint de considérablement nuancer les oppositions. Dans le cas de Martial Reyes et de Warhol, c'est tout à fait évident. Il s'agit de considérer le tableau un peu comme un exercice de maquillage. Les photographies, les images de femmes, donc dans le cas de Warhol, sont des stars. Dans le cas de Martial Reyes, c'est à l'époque France, son épouse, mais il existe un tableau qui utilise l'image de Brigitte Bardot de la même manière. Ce sont les éléments de maquillage qui sont mis en évidence comme des éléments de peinture, et qui donnent à ces tableaux. Donc, Reyes utilise du néon pour les lèvres, Warhol utilise des rouges extrêmement violents pour le même rouge à lèvres. Il est difficile de considérer qu'on est dans des espaces véritablement différents. D'un côté, qui pencherait vers les brocanteurs, et de l'autre vers le trompe-l'œil populiste. Et on peut se poser exactement la même question à propos de Chamberlain et de César. Est-ce qu'il est raisonnable de considérer qu'il y a un abîme entre l'un et l'autre, hein? Tous les 2 étaient dans l'exposition de Pierre Restani à Paris en 61, et on ne voit pas bien au nom de quoi l'un serait plus baroque ou moins romantique ou cubiste d'esprit que l'autre. Même chose, mais je ne vais pas égrener tout ça pendant des heures. Pour Jasper Johns, Sperry ou Rauschenberg et le premier Niki de Saint-Phal. Rauschenberg et Niki de Saint-Phal avaient exposé en même temps, ils s'estimaient l'un et l'autre beaucoup, et Niki de Saint-Phal a rendu hommage à Rauschenberg dans des tableaux qui sont formellement très voisins. Donc là encore, se méfier beaucoup d'une idée qui voudrait que les nouveaux réalistes soient très clairement et conceptuellement, si j'ose dire, distincts des artistes pop. Mais je vous propose d'essayer d'avancer un peu dans la mise à plat de ce
ce problème d'intitulé, si on comprend qu'il n'y a pas, d'un point de vue logique, un intitulé qui vaille mieux que l'autre, nouveau réaliste ou pop art, donc hors argument logique ou argument esthétique, d'où vient le terme qui a triomphé dans le monde des historiens et dans le monde du marché, pop art. Et que veut-il dire? Vous lirez dans toutes les encyclopédies bien faites que le terme n'est pas américain à l'origine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il a été inventé par un critique d'art britannique qui s'appelait Lawrence Alloway. C'est ce qu'on dit dans les encyclopédies, c'est vrai. Mais là où les encyclopédies peuvent être trompeuses, c'est que si on dit simplement Lawrence Alloway a lancé le terme pop art, on peut avoir le sentiment qu'au fond, il aurait été un chef de file, une sorte de Pierre Restany britannique qui aurait réussi son coup là où Pierre Restany aurait échoué ou aurait raté son coup. Et en réalité, Lawrence Alloway, qui est un personnage d'autodidacte étonnant, n'a pas été un critique qui concevait l'organisation des mouvements artistiques comme des groupes de combat. Il a été un acteur du pop art au même titre que les artistes ou presque. Et la marque pop art, qui est effectivement apparue sous sa plume, s'est imposée peu à peu, mais quasiment par le fait d'un contresens. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le pop britannique est issu d'une double histoire. On regroupe sous le même intitulé des artistes qui ont des itinéraires très différents. Pour dire les choses schématiquement, la théorie du pop, disons ça, a été élaborée dans un contexte très expérimental, très novateur, celui d'un tout petit groupe britannique qu'on a convenu d'appeler l'Independent Group. Des artistes comme Paul Oatsey, Hamilton, Nigel Henderson, des architectes, Allison et Peter Smithson, des critiques, Rainer Banham, un critique d'architecture, et Lawrence Alloway sont des membres de cette mouvance. C'est elle qui a été véritablement novatrice, ce sont eux qu'on pourrait appeler les ingénieurs dans le mouvement. Mais il y a un autre vivier à Londres du pop art qui est le très classique à l'époque Royal College of Arts, où de jeunes élèves, alors, qui avaient pour nom Derek Boshir, David Hockney ou Peter Blake, et puis bien d'autres, vont bénéficier de l'espèce de vent de folie qui a soufflé de l'Independent Group et d'une institution londonienne qui était l'ICA, Institute for Contemporary Art. Et ils vont adapter, avec toujours quelques mois de retard, les avancées accomplies ailleurs en matière de remise en cause des hiérarchies artistiques établies, et en particulier de recherche des sources, des modèles pour leur iconographie. La facture, au sens de bien entendu pas marchand, la texture des tableaux de ces jeunes artistes issus du Royal College est encore très picturale. En anglais, on dirait painterly. Il n'y a pas vraiment d'adjectif pour traduire ça, c'est pas exactement pittoresque, c'est peintu, on sent qu'il y a de la peinture, on sent qu'il y a de la coulure, qu'il y a de la matière. Donc ce tableau de Hockney qui représente
deux garçons qui s'embrassent évidemment en 61, pardon, est un tableau très provoquant. Voilà un emballage de thé. Les tableaux de Peter Blake en 57 sont des tableaux qui feignent d'être des collages. Un autoportrait au badge très fameux. Et puis je vous montre, mais vous allez me prendre, peut-être me prenez-vous déjà pour un fou, mais quelques tableaux qui m'intéressent beaucoup, vous allez voir pourquoi, d'Eric Boschir, qui n'est pas le plus connu de la bande du Royal College of Art, mais qui s'est beaucoup intéressé à une invention récente à l'époque qui était le dentifrice Signal. Comprendre après, j'espère. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de groupe indépendant, independent group? Tout ça, toute l'affaire commence en 1950. Il faut se figurer qu'en 50, on est à peine 5 ans après la fin de la guerre en Grande-Bretagne. Le rationnement alimentaire en Grande-Bretagne durera pour certains produits jusqu'en 1954. 1950, c'est l'année où le rationnement sur le lait et l'essence sont enfin levés. Donc c'est pas rien, hein. On sort vraiment de 10 ans de rationnement, y compris alimentaire, et c'est très important d'avoir cette situation de la Grande-Bretagne en tête pour comprendre la fascination qu'ont pu exercer sur les jeunes gens de l'époque, ceux qui avaient 18 ou 19 ans à ce moment-là, la fascination qu'ont pu exercer les images de la société d'abondance dont les États-Unis fournissaient à la fois les ingrédients et le modèle, si j'ose dire. L'ICA, cette institution dont je vous disais qu'elle a joué un grand rôle dans la naissance du pop en Angleterre, avait été créée en 1948. C'était dans le cadre de la reconstruction de la Grande-Bretagne. C'est une institution qui organisait des expositions d'art en train de se faire, vraiment en collant à l'actualité le plus possible. Elle a d'abord été nomade, elle squattait, pour employer un mot qui n'existait pas à l'époque, des lieux, et puis elle a eu un espace à elle, ICA, dans Dover Street. Elle était, où il était, puisque c'est un institut dirigé par deux personnages qui, à l'époque, avaient déjà de la bouteille à un certain âge. Herbert Reed, qui était un conservateur anarchiste, critique d'art, comme l'Angleterre seule peut en produire, vraiment typiquement britannique, et à côté de lui, Roland Penrose, qui est un des principaux acteurs de la diffusion du surréalisme en Grande-Bretagne. Donc, sous leur houlette, l'ICA est un lieu de fermentation intellectuelle. On se demande qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il faut faire. Et en 1952, à l'initiative de tous les responsables de l'ICA, on envoie un questionnaire aux artistes en leur demandant qu'est-ce que vous voudriez que l'ICA devienne. Et quelques jeunes têtes de Turc disent on en a assez d'Herbert Reed, de Roland Penrose, sont des gens d'une génération dépassée. Nous voulons que l'ICA nous donne un espace à nous, notre programmation à nous, un espace qui nous appartient. Comme on est très libéral, on accède à la demande de ces jeunes gens un peu énervés comme on l'est à 18 ou 19 ans, et comme on ne sait pas quoi mettre sur l'agenda de l'ICA pour désigner ces quelques têtes de Turcs, on met
groupe indépendant. Independent group. Et c'est simplement au début une inscription sur un agenda. Donc pensons à Louis Vaucel, au fauvisme et au cubisme, c'est le même problème. Independent group, on a l'impression que c'est une construction très sérieuse, c'est une secrétaire dans un agenda. Et puis, par la suite, par commodité, on va continuer à parler de l'IG en français ou IG en anglais pour décrire ce groupe et ces réunions et conférences informelles organisées par les jeunes gens qui débutent à l'ICA début 52. Et c'est début 52 qu'au fond, ce petit groupe d'énergumènes va faire une démonstration, une extraordinaire démonstration d'intelligence de leur époque. C'est une simple conférence. Il y a 3 orateurs. Il y a un Edward Hope, dont c'est pas Edward Hope, bien entendu. Je ne sais rien sur lui, qui montre des projections. Ils ont invité un ingénieur aéronautique de la firme aéronautique de Havilland et Eduardo Paolozzi, jeune artiste. Et c'est à l'occasion de cette série de conférences donc organisée par l'IG, que Paolozzi va produire une sorte de manifeste dans lequel on retrouve a posteriori toute l'iconographie du pop et même le nom qui se trouve là en 52 et qui sont montrés par Paolozzi à 15 ou 20 personnes. La projection s'intitule Bunk. Bunk en anglais, c'est un bivouac, une cabine, mais on entend aussi dans le mot un terme peu usité qui est bunkum, qui veut dire foutoir ou n'importe quoi. Donc, il y a cet esprit un peu de n'importe quoi. Et ce que montre Eduardo Paolozzi, ce sont des collages qui s'étagent de 48 à 52. Ils ont été produits pour une part à Paris. Paolozzi avait voulu aller étudier à Paris, dans l'école où j'enseigne, les Beaux-Arts de Paris. Il avait été accueilli par un chef d'atelier qui lui avait dit « Je suis d'accord pour vous inscrire à condition que vous ne foutiez pas les pieds dans l'école », ce que Paolozzi a fait, mais il avait un statut d'étudiant à Paris. Et vous allez voir, c'est très impressionnant. Ces collages, qui ne sont pas de très grande dimension, n'étaient pas montrés en tant que tels, ils étaient projetés, comme je vous projette aujourd'hui ces images, mais évidemment en 1952 c'était des diapositives, et Paolozzi comprend incroyablement ce qui est en train de se passer dans son époque et tout ce qui est en train d'en constituer l'imaginaire. La science-fiction, la littérature de gare, les images de presse, la publicité, la violence, les images de violence, l'érotisme, tout ça dans les mass médias, et l'art de l'emballage, le packaging. C'est très important, l'art de l'emballage. Je vous fais défiler les images que Paolozzi a montrées. Donc ça devait ressembler à ça, c'était une projection. Il y a des images de science-fiction, des boîtes de conserve et des pin-up, des images juxtaposées de violence, d'avions qui s'écrasent sur un porte-avions et d'érotisme, une dérision de l'art savant, ces saucisses emballées qui se répandent sur un miro, les fameuses ménagères de moins de 50 ans dont on parle encore parce qu'elles sont supposées faire l'opinion en regardant la télévision.
Une image un peu mystérieuse, c'est tout simplement, elle est très étonnante, ce sont les expériences qui étaient faites en soufflerie, dans l'hypothèse où les cockpits des nouveaux avions à réaction exploseraient. Qu'est-ce qu'il arrive aux pilotes quand ils volent à 1000 km/h? Il arrive ça, ce qui n'est pas très agréable évidemment. Donc des citations, Freud montant en avion, encore de la science-fiction et des pin-up, des boîtes de conserve et Mickey. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Tout ça, c'est ce qu'on va retrouver dans l'iconographie américaine. Et puis, ce collage étonnant qui est aujourd'hui... Donc, à l'époque, Paolozzi ne prend pas ça spécialement au sérieux. Aujourd'hui, ces collages sont conservés à la Tate Gallery. Ils ont chacun un titre. Celui-ci reprend le titre de ce magazine de gare, I was a rich man's plaything. Mais vous voyez que le collage et le bruit de ce petit pistolet joué fait pop. C'est dans un collage de 52. Donc, tout est très novateur. L'iconographie et la présentation, non pas des originaux, mais des diapositives. Jean Dubuffet aura exactement la même idée, mais beaucoup plus tard, d'une exposition entièrement faite de projections de diapositives, ce qui simplifierait considérablement le travail des collègues conservateurs qui sont dans la salle, mais l'habitude n'a pas été conservée. Paolozzi s'inspire directement d'un autre très grand artiste, dont Benjamin a précisé tout à l'heure que je m'étais un peu occupé dans une autre vie, qui est Kurt Schwitters. Kurt Schwitters, naturellement, est allemand. Il a été un des principaux acteurs du mouvement Dada, puis du mouvement constructiviste en Allemagne. Il s'était exilé au moment de la montée du nazisme en Allemagne, d'abord en Norvège, mais la Norvège a été envahie. Et il a réussi à se réfugier en Grande-Bretagne. Il a été, comme beaucoup d'Allemands, interné dans un camp de transit sur l'île de Man, où les intellectuels allemands réfugiés en Angleterre ont subi une sorte de purgatoire avant d'être admis sur le territoire britannique. Et Schwitters a vécu en Grande-Bretagne de 1940 jusqu'en janvier 48, la date de sa mort. Mais la toute dernière partie de son œuvre, les années 46-47, vraiment quasiment quelques mois avant sa mort, ces dernières années sont très liées à ce que nous venons de voir. Schwitters a commencé sa carrière avec des collages de fragments qui venaient d'une autre guerre, la Première Guerre mondiale. Il ramassait dans la rue des débris et il essayait de reconstruire avec ça un monde nouveau. Ce qu'il trouve en 1947, c'est tout autre chose. Il a une amie, Käthe Steinitz, qui a réussi à aller plus loin que l'Angleterre, qui a émigré aux États-Unis et qui envoie à Schwitters des vivres, du chocolat, des chewing-gums, des boîtes de conserve, ce qu'on trouvait aux États-Unis et pas encore en Grande-Bretagne à ce moment-là. Et Schwitters va faire ses derniers collages avec l'imagerie issue des États-Unis, donc des images de bande dessinée ou d'illustrations de presse, des images d'emballage. Et Schwitters a beau être aux portes de la mort, il comprend là aussi très bien son époque, c'est-à-dire qu'il met en rapport ce que vous voyez au bas du collage. These are the things we are fighting for. C'est pour ça que nous nous battons. C'était le slogan qui était au bas des affiches pour collecter des fonds pour nourrir l'effort de guerre à la fois en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais Kurt Schwitters montre les choses pour lesquelles on se bat vraiment, c'est-à-dire les pin-up, les cigarettes, le chewing-gum
En Morn, ça n'a rien à voir avec un quelconque matin norvégien, c'est une marque de pêche en conserve. Donc il a immédiatement compris et le pouvoir de fascination de ces images de la société de consommation naissante et leur caractère finalement dérisoire. Et Paolozzi a évidemment nourri une immense admiration pour Schwitters. L'ICA et le groupe des indépendants vont se faire connaître par des séries d'expositions thématiques que je ne peux pas évoquer toutes dans le cadre d'une conférence d'une heure, mais qui sont des expositions de novateurs. Et la principale, celle qui a laissé le plus de traces, s'appelait This is Tomorrow. C'est demain. C'est une exposition qui s'est ouverte en 1956 à la Whitechapel. Comme toujours, et comme j'ai essayé de l'expliquer en préambule, This is Tomorrow, qui aujourd'hui est une exposition culte, avec tous les guillemets qu'il convient de mettre à ce terme journalistique, This is Tomorrow est né dans le désordre le plus total, et ce que ça a été n'avait pas grand-chose à voir avec l'intention d'origine. L'intention d'origine, c'était d'inviter des architectes français d'un groupe qui s'appelait le groupe Espace, dont la philosophie était d'essayer de remettre en scène une vieille idée des avant-gardes qui était la synthèse des arts. Mettons tout ensemble la musique, la peinture, la sculpture, et faisons une œuvre d'art totale qui inclut même l'architecture et qui dépasse les disciplines périmées que sont la peinture, la gravure. Voilà. Le groupe Espace se cherchait des relais en Angleterre. Il n'avait pas tardé à comprendre que le groupe des indépendants était le groupe des jeunes gens qui faisaient la mode à Londres à cette époque. Ils les ont contactés et ils ont décidé de collaborer. Mais au bout de quelques mois de tractation, les jeunes gens de l'Independent Group et le groupe Espace se sont fâchés. Aussi un grand classique de l'histoire de l'art. Paolozzi, Hamilton, Lawrence Holloway, considérant que le projet de synthèse des arts était une vieille histoire du XXe qu'il convenait de dépasser. Et donc, les indépendants vont poursuivre le projet en montant une exposition à leur manière, c'est-à-dire en donnant leur version du problème de la synthèse des arts qui avait été le problème fondateur des avant-gardes au début du siècle. Alors, quelle est la version du problème du groupe de l'Independent Group? La meilleure définition, on la trouve dans la préface que Lawrence Holloway a rédigée pour This is Tomorrow. Cette introduction donc, s'intitule « Le design comme activité humaine ». Et Lawrence Holloway développe cette idée que le début du siècle est plein de théories sur la synthèse des arts, le dépassement des frontières entre les disciplines, de théories sur une synthèse qui, dans une perspective avant-gardiste, demeure toujours à venir dans un monde meilleur. C'est le futur, la synthèse des arts pour les artistes de 1919, de 1920. Et Lawrence Holloway a cette formule que je trouve absolument merveilleuse. Yesterday's tomorrow is not today. Le demain d'hier, c'est-à-dire la façon dont hier nous imaginions ce que la société allait devenir, is not today, ça n'est pas l'aujourd'hui. Le demain d'hier n'est pas l'aujourd'hui. Je veux dire, quand j'ai découvert cette formule en travaillant il y a bien longtemps sur ces affaires-là, elle m'a beaucoup touché parce que c'est quelque chose qui, je crois, a touché toutes nos générations. L'extravagante différence entre
ce que l'on nous avait présenté comme devant être l'an 2000, quand nous avions 6 ans, 10 ans, et ce qu'a été véritablement l'an 2000. Je me suis permis, pardon, Benjamin et Marie-Claude, une petite fantaisie, mais voilà en haut à gauche ce qu'on me disait être le mode de déplacement futur en 2018, mais à Paris. Aujourd'hui, c'est ça. Et je pense que si on m'avait dit quand j'avais 10 ans, non, non, tu ne te déplaceras pas en jetpack, mais en trottinette électrique, je pense que ça m'aurait profondément déprimé. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça ne déprime pas encore un peu. Donc, cette synthèse rêvée, c'est ce que dit Laurence Alloway, elle n'est pas là. Alors, ça n'est pas qu'il ne faille pas remettre le rêve, la question de l'utopie sur le tapis, mais il faut le faire avec lucidité. Et il faut faire éclater cette idée de synthèse des arts. L'exposition This is Tomorrow répond exactement à ce principe de synthèse éclatée. 12 groupes vont travailler à l'exposition. 12 projets qui vont s'articuler dans une sorte de labyrinthe dont voici une reconstitution. 12 projets dont beaucoup n'ont rien à voir avec ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le développement de ce qui va s'appeler le pop art. Ce qui nous intéresse, c'est la salle d'un groupe qui s'intitulait le groupe numéro 2 et qui était essentiellement cornaqué, si j'ose dire, par Richard Hamilton, c'est-à-dire une des grandes personnalités de l'Independent Group. Et vous voyez que ce pavillon du groupe 2 était un peu conçu selon le principe autrefois des expositions universelles. Il y a un peu de tout, il y a des collages, il n'y a pas vraiment d'originaux. Ça a été le moment de l'exposition, ou plutôt la partie de l'exposition qui a été la plus populaire. La presse anglaise la presse britannique, on l'avait baptisée la Maison de Fous. Et tout était fait pour donner ce sentiment d'une maison de fous. Il y avait des murs obliques, on le voit bien ici. Il y avait des effets optiques, des peintures destinées à faire cligner des yeux. Il y avait notamment au plafond les fameux rotoreliefs de Marcel Duchamp qui étaient reproduits. Et ces rotoreliefs, si on avait le temps, on en raconterait l'histoire, mais ça a d'autant plus à voir avec l'invention que Duchamp ne les a jamais présentés dans un musée, il les a présentés au Concours Lépine à Paris en 1935. Donc tout est dans cette atmosphère un peu vibrante. Il y avait même une portion du sol dans l'exposition This is Tomorrow, groupe 2, qui était matelassée avec des ressorts pour qu'on ne se sente pas très à l'aise, et quand on marchait dessus, on soulevait des arômes, des effluves de fraises, de confiture de fraises. Donc, c'était un écrin, mais un écrin extrêmement déstabilisant, et dans lequel Hamilton et ses complices avaient placé des éléments empruntés à la culture populaire, c'est-à-dire réalisés à partir de publicités américaines, avec un jukebox en fonctionnement et une bouteille de Guinness qui était agrandie à échelle humaine. D'un côté, sur un panneau, il y avait un portrait de Tito qui était présenté comme une allégorie des 5 sens. Donc évidemment, c'était une vacherie à l'intention des partisans de la synthèse des arts. Tito, allégorie des 5 sens. Et sur l'autre côté, il y avait, alors ce que je vous montre là est une reconstitution faite en 2014 à la Tate Gallery, agrandie donc à la taille du mur, un morceau de l'affiche du film de science-fiction Planète Interdite, c'est le robot qui tient comme King Kong la pin-up dans ses bras, la fameuse photographie de plateau de Marilyn Monroe passant au-dessus d'une bouche de métro dans 7 ans de réflexion, et puis une reproduction des tournesols de Van Gogh. Statistiquement, cette affiche était le produit le plus vendu en 1956 à la librairie de la National Gallery. Et en guise de sentinelle, à l'entrée de l'exposition,
il y avait une reproduction du robot de Planète Interdite qui avait été emprunté dans un cinéma de Londres et qui était devant l'expo. Donc le stand avait été arrangé essentiellement par Richard et Terry Hamilton, mais il illustrait à merveille ce qui était l'argument forgé par Laurence Holloway pour légitimer la reconnaissance de l'imagerie populaire comme partie intégrante de la culture. Et c'est là qu'on arrive au malentendu que j'évoquais tout à l'heure. Holloway prend en compte, explique, qu'il faut prendre en compte tous les faits esthétiques en dehors de la hiérarchie conventionnelle qui place d'un côté les beaux-arts et de l'autre le design, le graphisme, ce qu'on voudra. Holloway est très précis là-dessus. Il appelle ça le continuum fine art, donc les beaux-arts ou les arts académiques, pop art, l'art populaire. Je cite: les peintures à l'huile originales et les poèmes hautement personnels peuvent, aussi bien que les films massivement diffusés par les magazines spécialisés, être placés au sein d'un continuum plutôt que figés dans les strates d'une pyramide. La reconnaissance des médias sur cette base est liée à une conception moderne et non hiérarchique du savoir. Donc, la juxtaposition Van Gogh, Planète Interdite, Marcel Duchamp, il était au plafond, Marilyn Monroe, la bouteille de Guinness, et puis la musique populaire qu'on entend parce que le jukebox fonctionne, c'est l'incarnation du manifeste, de cette position esthétique qui revendique le continuum entre l'image apparemment la plus vulgaire d'un film de science-fiction. Planète Interdite n'est pas du tout un film sans intérêt, mais c'est une autre affaire, jusqu'à Van Gogh, reproduit. Tout ça, voilà, c'est pas une pyramide, c'est un continuum. Et donc, et c'est ça qui compte beaucoup pour Laurence Holloway, au départ, le pop art, ça n'est pas une catégorie de l'art dit savant, l'art des galeries et des musées qui emprunterait à l'imagerie populaire. Quand il dit pop art, quand il écrit pop art dans les textes autour de This is Tomorrow, il pense à l'art populaire tout court, dont il vante l'inventivité, qui ne voit pas de raison de mettre dans une position hiérarchique inférieure à celle de la peinture ou de la sculpture produite dans les écoles de beaux-arts et montrée dans les musées. Mais petit à petit, par un de ces glissements sémantiques dont je parlais tout à l'heure, le pop art va devenir, non pas l'art populaire tout court, mais un courant de l'art savant qui emprunte à l'art populaire. En 1957, Richard Hamilton écrit à des amis, à Peter Smithson, et il définit le pop art. Le pop art est, dit-il, popular, transient, expendable, low cost, mass-produced, young, witty, sexy, gimmicky, glamorous, big business. Mais il ne parle pas voilà, Andy Warhol en 1957 n'existe pas encore en tant qu'Andy Warhol. Il parle de l'art populaire, mais c'est déjà ambigu. Et le glissement sémantique, les croisements entre cet art populaire proprement dit et l'art savant empruntant à l'art populaire vont se faire de plus en plus fréquents. En 1957, Hamilton avait réalisé un collage intitulé « Qu'est-ce qui rend nos intérieurs modernes si attrayants, si magnifiques ?» Ce collage est un peu l'emblème, comme les collages de Paolo Ozzi, de l'iconographie du pop art. Ça, c'est en 1956 pour l'exposition This is Tomorrow. Mais 10 ans plus tard, l'agent des Beatles, qui était aussi leur dealer, va trouver les Beatles et il leur dit vous n'allez pas, dans l'époque qu'on est en train de vivre, faire une pochette de disque avec un graphiste comme tout le monde. Je vais vous présenter
un des jeunes gens à la mode, il leur présente Peter Blake, qui va créer cette pochette qui est probablement une des icônes de ma génération et une des plus belles pochettes de disques de tous les temps. Ça n'est pas un collage, contrairement à ce qu'on croit, c'est une mise en scène à échelle 1. Tous ces personnages sont découpés à échelle 1. Peter Blake raconte qu'il a gagné pour ça 200 livres, que ça a à peine couvert les frais de studio, et que aujourd'hui encore, on l'appelle en lui demandant s'il autorise la reproduction de la pochette. Il n'a strictement aucun droit là-dessus. Il a été payé en tout et pour tout 200 livres pour la pochette du disque qui s'est vendu le plus au monde. Donc, un destin. Les grands artistes ne sont pas toujours de bons commerçants. Mais ce qui est très clair, c'est un artiste savant qui intervient en lieu et place d'un graphiste ordinaire, mais en utilisant les ressources de l'iconographie populaire, de la culture populaire. On peut parler de cette pochette pendant des heures. Il ne reste plus, à ce point où on en est, donc entre 56 et 61-62, au marché américain qu'à faire son travail de marketing. Le marché fait son travail de marketing. Donc un certain nombre de marchands, Sidney Janis dont on a parlé, la Stable Gallery, et surtout Leo Castelli, vont commencer à faire leur travail. Alors, je ne peux évidemment pas évoquer tous les acteurs répertoriés dans le courant pop art aux États-Unis. C'est un sujet en soi qui prendrait des heures. Je voudrais me concentrer sur cette question que j'ai évoquée dans l'intitulé de la conférence, celle de la troisième figure de l'artiste pop. Donc les Français sont plutôt des brocanteurs, les Anglais plutôt des inventeurs. Les Américains sont plutôt des publicitaires. Et je voudrais me concentrer sur cette idée de la conduite aux États-Unis d'une carrière d'artiste pop comme la conduite d'une carrière de vedette au travers des cas spécifiques de Leo Castelli et de Andy Warhol. Au début des années 60, Castelli représentait Jasper Johns, donc vous le voyez là dans sa galerie entouré du flag de 54 et d'un tableau avec une des fameuses cibles et des fragments des moulages de son visage. Et sans doute connaissez-vous l'anecdote. Willem de Kooning, donc un peintre expressionniste abstrait que ce renouveau de la figuration déprimait profondément, racontait partout que Castelli était un vendeur diabolique. Je le cite, alors c'est assez cru en anglais. You could give that son of a bitch 2 beer cans and he could sell them. Vous pouvez donner 2 boîtes de bière à ce fils de pute, il se démerdera pour les vendre. Et en 64, Jasper Johns a fait pour Castelli une sculpture qui était une citation de cette vacherie de Kooning. Il a fabriqué 2 boîtes, 2 canettes de bière en bronze. Il en a fait de multiples versions en gravure, mais évidemment, Leo Castelli a immédiatement vendu, et cher, les canettes de bière en question. C'est Castelli qui a montré les premières peintures de Liechtenstein, tirées de bandes dessinées à bon marché. Ce Mickey de 61, ce masterpiece de 62. À l'époque, Warhol avait eu exactement la même idée. Il avait reproduit Dick Tracy, Superman, et le fait que Liechtenstein ait la même idée, ça va conduire Warhol à renoncer. C'était la même idée, mais pourtant, en art, on parle de forme, on ne parle pas d'idée.
c'était la même idée, mais ce n'était pas tout à fait la même chose. Si vous regardez les tableaux de Warhol et leurs sources, par exemple le Dick Tracy, vous voyez Warhol rajoute du painterly, du pictural, par rapport à l'original de Chester Booth, qui était le créateur de Dick Tracy. Il y a des coulures, c'est peint, ça a de la matière, de la présence, ce que Restany aurait appelé l'effet esthétisant chez les pop artistes américains. Si on regarde Lichtenstein, il faisait le contraire. Il part d'une illustration de Mickey, dont je ne prétends pas que c'est un chef-d'œuvre de la peinture, mais c'est quand même dessiné, il y a du sfumato, puis il le réduit à quelque chose qui est encore plus plat que le Disney original. Donc, en transposant, en 61, Warhol rajoute du pictural, Lichtenstein en enlève. Et Warhol va comprendre que c'est ça qu'il faut faire. Et il va épurer son trait dans le sens de Lichtenstein, éviter la BD, et ce sera la première exposition des boîtes de soupe Campbell en 62. Celles-ci, donc, qui sont avec des parfums différents, sont encore peintes à la main. Il va passer ensuite à la technique qui a fait sa célébrité, la technique de la sérigraphie, la plus impersonnelle et froide qu'on puisse imaginer. Et les 200 boîtes de soupe dans l'exposition New Realist étaient peintes en sérigraphie. Warhol finira par rentrer chez Castelli en 64, et là ce sera la consécration. Et je crois qu'on peut dire de Warhol qu'il aura été, entre autres, un publicitaire de génie. Il vient de ce monde, il vient du monde du graphisme et de la publicité. Ses premiers tableaux ont été exposés, comme autrefois les œuvres de Dali à New York, dans la vitrine d'un grand magasin, Bonwit Teller. C'est ce qu'il avait trouvé comme vitrine, et c'était concrètement une vitrine. Il gagnait déjà très très bien sa vie, il était très réputé comme graphiste, mais pour lui, le but de l'art, c'était l'acquisition de la notoriété. Et une notoriété de graphiste, ça ne lui suffisait pas. Il va se fabriquer un capital de notoriété avec des images issues de la culture populaire qui ne lui appartiennent pas en droit et dont, j'insiste là-dessus, même l'appropriation n'est pas son idée, mais qu'il va vendre avec 1000 fois plus d'ingéniosité que les autres. Alors, je n'ai pas du tout de position éthique là-dessus, et je ne fais pas partie des gens qui considèrent que Warhol n'est pas un grand artiste, un immense artiste, mais extrêmement doué pour le marketing. Prenons 4 créations emblématiques de Warhol. Les Marilyn, les dollars, les boîtes de soupe Campbell et les boîtes de tampons à récurer Brillo. Les Marilyn, celle-ci est une des plus belles, mais il y en a des dizaines. Les dollars, des boîtes de soupe, des boîtes Brillo. Pourquoi est-ce que les Marilyn sont tellement géniales? Parce qu'avant Warhol, il y a eu un autre génie, un photographe de studio qui s'appelait Gene Kornman, qui a photographié Marilyn de manière admirable. Et on trouve dans les archives d'Andy Warhol cette photographie qui est la photographie initiale que Warhol recadre avec beaucoup d'intelligence, mais le regard désespéré, la bouche démesurée, la mouche au coin de la bouche, tout ça c'est Kornman qui l'a vu. Les billets de 1, 2, 5, 10 dollars, tous
les peintres de trompe-l'œil aux États-Unis au 19e en ont fait. Ces peintres de trompe-l'œil, c'est Arnett, Haberly, John Peto, sont peut-être des noms qui ne vous sont pas familiers, mais c'est des peintres très populaires aux États-Unis. Et un des sujets, ils peignaient des trompe-l'œil, donc de manière très habile. On avait l'impression que l'objet vraiment était présent sur le tableau, et c'est très facile d'imiter un objet plat, un billet de banque. Donc ils ont produit par dizaines, sinon par centaines, des images de billets de banque. Quelques exemples, mais on pourrait les multiplier à l'infini, et ces tableaux sont passionnants. Restani, d'ailleurs, pensait peut-être à ça quand il a accusé les pop artistes américains d'être des peintres de trompe-l'œil. Donc, les Marilyn, ça vient d'un photographe de génie, Jane Cornman. Les dollars, ça vient d'une tradition américaine qui est ancrée depuis les années 1850. Est-ce que Warhol a eu le premier l'intuition que les étiquettes de la firme de soupe en boîte Campbell avaient un potentiel plastique extraordinaire? Pas du tout. Et là, c'est mon exemple préféré, parce que l'homme qui a eu l'intuition de ça, c'est un artiste de génie, Adolf Wölfli, qui a passé toute sa vie interné à l'hôpital de la Waldau à Berne, et son psychiatre, le docteur Walter Morgenthaler, a été l'un des premiers promoteurs avec Prinzhorn de l'art des fous dans le monde de l'art savant. Et regardez ce collage de Wölfli, il date de 29. Ce type, dans sa cellule d'asile, en 1929, feuillette des magazines, il colle une boîte de soupe Campbell et une pin-up. Si ça, c'est pas de la prémonition, et si la folie n'a pas sa part de génie, je veux bien être pendu. Donc, on est en 29, hein, et pour les boîtes Brillo, alors, elles n'ont pas été repérées par Adolf Wölfli, elles ont été repérées par Tom Wesselmann, tout simplement, en 62, c'est-à-dire 2 ans avant Warhol. Bon, mais Warhol s'est mieux débrouillé que tous les autres avec ses intuitions. Et dans l'ensemble, ça ne pose aucune espèce de problème moral, sauf peut-être dans le cas des boîtes Brillo. Rassurez-vous, j'en ai bientôt fini, mais je voudrais, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est un point d'histoire, et je crois que si les historiens servent à quelque chose, c'est quelquefois réhabiliter la mémoire de personnages qu'on a complètement oubliés. Warhol a fait les boîtes Brillo, mais il en a fait il en a fait beaucoup d'autres. Il a fait des boîtes de cornflakes Kellogg's, de ketchup Heinz, des emballages, sont des blocs de contreplaqué qui sont peints, des trompe-l'œil en réalité, mais qui imitent à la dimension près les véritables emballages des produits qu'on trouvait dans les supermarchés. Si vous n'aviez devant les yeux que la reproduction de la boîte de cornflakes Kellogg's, il est très probable que vous ne songeriez pas immédiatement à Warhol. Quand on pense aux boîtes de Warhol, on pense aux boîtes de soupe Campbell et aux boîtes de tampons à récurer Brillo. Pourquoi est-ce qu'on pense à cette boîte? Tout simplement parce que le design de la boîte Brillo est spécialement remarquable. Et naturellement, ce design avait un auteur. Cet auteur, il s'appelait James Harvey. Et James Harvey était un peintre expressionniste abstrait, vous le voyez là, qui pose devant un de ses tableaux, avec la boîte qu'il faisait pour vivre, pour le dessin qu'il faisait pour gagner sa vie comme graphiste. Alors, au début, quand il a vu les boîtes de Warhol dans la Stable Gallery, il
il a rigolé, il est arrivé dans sa galerie en disant tiens, il y a un type qui a piqué mon travail de graphiste et qui montre ça dans une galerie. Son marchand lui a dit écoute, fais peut-être un peu attention parce que ce type il est en train de les vendre, ces boîtes Brillo. Et c'est là que l'histoire devient extrêmement triste. James Harvey est allé trouver Warhol en lui disant écoute, je ne gagne pas un sou avec ma peinture, j'en vends pas une seule. Est-ce que je ne pourrais pas gratter un peu de droit d'auteur sur la boîte Brillo que j'ai dessinée? Warhol lui a signé une boîte, mais une vraie, pas une boîte de Warhol, une boîte produite par la firme Brillo et dessinée par James Harvey. Et puis il lui a dit débrouille-toi avec ça. Et James Harvey est mort d'un cancer avant même d'avoir pu entamer une procédure en droit d'auteur contre Andy Warhol. Donc c'est le revers de la médaille. Dans les affaires de marketing, il n'y a parfois que des gagnants, mais parfois il y a des perdants, et j'aimerais profiter de ce moment pour rendre hommage à ce grand oublié de l'histoire, qui est James Harvey, sans qui les boîtes Brillo ne seraient pas ce qu'elles sont et pas connu leur destin. Alors, il y a une constante chez tous les artistes qu'on a vus, même chez les nouveaux réalistes européens, c'est l'intuition que l'emballage, ce que j'ai appelé le packaging jusqu'à présent, est un des arts de notre temps, que c'est peut-être l'art de masse par excellence, parce que même les gens qui n'achètent pas les journaux achètent des boîtes de lessive. Et si vous regardez ces exemples, donc David Hockney, Tom Wesselmann, Paolozzi, Armand, c'est l'invitation pour l'exposition chez Iris Clair qui s'appelait Le Plein, Kurt Schwitters, Andy Warhol, Martial Reiss. On est dans cet univers du packaging dont tous ces artistes ont l'intuition que c'est probablement la grande source d'iconographie du XXe siècle. Alors, je vous disais tout à l'heure que vous étiez peut-être inquiet à l'idée que je mentionne parmi les Anglais cet artiste peu connu, Derek Bosscher, qui a peint une série d'évolus entièrement au dentifrice Signal. Pourquoi est-ce qu'il m'intéresse? Parce que je pense qu'il a eu, alors il n'avait évidemment pas eu une carrière d'artiste à la hauteur de celle de Warhol ou de Wesselmann ou de Lichtenstein, mais il a eu l'intuition qu'avec le dentifrice Signal, on était peut-être arrivé à l'ultime degré de l'art de l'emballage. Le dentifrice Signal, alors, avec Internet aujourd'hui, il suffit de taper pour savoir comment ça marche. J'imagine que vous savez tous comment ça marche. Longtemps, j'ai tenu dans les dîners en ville en expliquant comment ça marchait. Donc, si jamais vous ne le savez pas, je précise quand même. J'ai disséqué 3 tubes de Signal pour comprendre. Donc, dans le tube, en fait, tout le blanc est là. Il y a une sorte de cheminée qui entre comme dans un puits de pétrole, et puis le rouge est au-dessus. Et dans le tube qui remonte comme un derrick du gisement de dentifrice blanc, il y a des petits sifflets, ça ressemble à des anches, des anges plutôt de flûte. Et quand on pousse sur le blanc, ça pousse sur le rouge, et il s'écoule un peu de rouge par les petits sifflets, et ça fait ces rayures qui sont... Alors ça vient de la pâtisserie, ça vient des Chinois en pâtisserie, mais c'est une idée géniale. C'est un produit qui est emballé même quand on le déballe. C'est le produit le plus informe, c'est une pâte, un truc dégoûtant. Et un publicitaire de génie a réussi à mettre en forme cette pâte, à la décorer avec des rayures. Et Bosscher a eu l'intuition que cette invention, c'était peut-être l'ultime conquête du packaging. Non seulement on emballe, évidemment le dentifrice Signal est emballé, mais même quand vous servez du produit, il est encore emballé. Pratiquement, vous ne voyez rien qui ne soit pas complètement mis en forme dans ce que vous consommez. Cette intuition du packaging, Tom Wesselmann, qui fait l'objet de l'exposition à la Villa Paloma, l'a eu très tôt avec des collages qui ont
à peu près formellement les mêmes caractéristiques que ceux de Paolozzi, à ceci près qu'ils sont faits dans des dimensions monumentales à partir d'adjonctions de peinture et d'affiches publicitaires de grande dimension. Mais donc les natures mortes de Wesselmann sont des hommages à l'art de l'emballage en cinémascope, si j'ose dire. Ce sont les intuitions originaires de Wesselmann, encore une fois, 2 ans avant Candy Warhol, alors après les Anglais, après Paolozzi, mais avant Warhol, Wesselmann s'est rendu compte du potentiel plastique de cet art de l'emballage. Mais alors, ce qui a, d'une certaine manière, perdu Wesselmann pour le marketing, mais qui, vu de ma fenêtre, l'a préservé pour l'art, c'est de n'avoir pas pu renoncer à une tradition que la quasi-totalité des pop art, je mettrai volontiers le terme au pluriel pour être plus clair, d'une tradition que la quasi-totalité des pop art a refoulée, qui est tout simplement la tradition du nu féminin. Si on compare dans la masse des tableaux qu'on inclut aujourd'hui dans le pop art, les tableaux qui représentent des nus et ceux qui représentent des emballages, alors même si les dragueurs disent « j'emballe » quand ils parlent d'une affaire de séduction, la proportion est extraordinairement à l'avantage des emballages. Pourquoi cette tradition si massive dans l'histoire de la peinture du nu est-elle tellement absente du pop art, où elle a 3 tenants qui sont Tom Wesselmann, Mel Ramos et David Hockney, évidemment, pour les nus masculins. Alors ce serait absolument passionnant d'étudier les raisons de ce puritanisme caché du pop art et des nouveaux réalistes français. J'ai quelques idées sur la question. Je pense que la tradition qui a maintenu le nu dans l'art pendant le XXe siècle, où l'abstraction avait évidemment refoulé le nu comme tous les autres sujets, la tradition qui a permis au nu de survivre, c'était le surréalisme, et que le surréalisme était vu par les artistes des mouvances nouveaux réalistes, pop britannique, pop américain, était vu comme un ennemi. Mais ça serait un tout autre sujet, et je crois, Benjamin, que la prochaine conférence porte sur ce... Voilà. Donc je passe le relais à... Merci de votre attention. Merci. Si d'aventure, s'il y a des questions auxquelles je puisse répondre, ce qui n'est pas une autre... Je propose de faire des constructions plus informelles, s'il y a des gens qui doivent partir, et on va fermer la maison. Pardon, j'ai été long. Je vous propose de prendre, on range tout ça, vous approchez Didier si vous avez des questions à lui poser. Merci beaucoup, bonne soirée, à la semaine prochaine. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.